Je suis probablement un des seuls orateurs qui ne comprend pas grand-chose à l'intelligence artificielle de tout ce congrès. Mais je suis là parce que, ayant fait ce constat à Tristan à un âge assez avancé, on a fait quelque chose qui se fait encore assez peu, c'est-à-dire qu'on a fusionné dans un centre qui s'appelle le centre Borelli, le département de maths de l'École normale supérieure de Saclay et mon département de neurosciences. Donc Borelli est un mélange improbable de chefs de service hospitalo-universitaires, donc de médecins, d'une dizaine de spécialités, de très bons mathématiciens, l'université de Saclay est classée premier au classement de Shanghai en maths appli, et de neurosciences. Et ce dont je vais vous parler, c'est ce que pourrait être une vision qui rejoint beaucoup. En fait, je me suis aperçu celle du banquier qui m'a précédé, de l'inclusion de l'intelligence artificielle dans l'exercice de la médecine. Mais vu encore une fois du côté du chercheur en neurosciences et du médecin, pas vu du côté de l'IA, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, quel est le problème? Alors, j'aime bien lire ce que j'écris parce qu'on m'a appris depuis que je suis tout petit que pour que les gens comprennent, il faut qu'ils lisent et qu'ils entendent et qu'ils écrivent en même temps. Mais il est maintenant admis donc que l'espèce humaine met en danger son environnement et que tout le monde admet que le monde actuel n'est pas limité en ressources et au point même que notre survie serait en jeu. Enfin, mes étudiants passent ma vie à m'expliquer qu'ils sont foutus, quoi. Et dans ce contexte, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que nos corps est probablement confrontés au même défi que notre environnement naturel en tant que physiologiste. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit du tout que après 240 millions d'années, 450 millions d'années d'évolution, notre cerveau, notre système musculo-squelettique, nos muscles, donc notre système digestif, vasculaire, sont compatibles avec l'environnement qu'on a créé. Ça ne va pas de soi qu'il y ait une adéquation entre la physiologie que nous sommes en tant que machine biologique et le monde qu'on a créé. Et si la réponse est négative, comment y remédier ? Et c'est là que l'intelligence artificielle va arriver. Et c'est à ces questions que donc j'ai tenté de répondre avec vous. Donc le premier constat, c'est que nous sommes exposés depuis le début de la révolution industrielle à des risques physiologiques, ce que j'appellerais des risques physiologiques. Et ces risques, ce n'est pas du tout une vision pessimiste, c'est le revers des progrès indéniables de notre société. Songez qu'en France, en 1900, l'espérance moyenne de vie, elle était de 40 ans. Au 18e, elle était de 25 ans. Donc, vive le progrès, qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur mon propos. Mais il se trouve que ce progrès arrive avec des nouveaux modes de fonctionnement qui posent des problèmes à l'être biologique que nous sommes. Et le résultat, donc, est le suivant. On a une longévité des performances en tant qu'espèce qui s'est incontestablement accrue, mais une fragilité qui s'est non moins accrue en même temps. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est que ces fameux risques physiologiques dont je vous parle? Qu'on soit bien clair là-dessus. Eh bien, la première chose, c'est de comprendre que les risques physiologiques sont présents à tout âge. Évidemment, comme je suis vieux, je ne vais pas vous expliquer que c'est les vieux qui sont fragiles. Ça relèverait d'un masochisme de mauvaise aloi. Non, tout le monde est fragile, bien entendu. Alors, je vous cite quelques exemples. C'est les conséquences de la sédentarité et de la malbouffe chez les enfants et les adultes. C'est une crise des pratiques sexuelles et une crise de la reproduction qui est un défi d'ampleur dont on ne parle jamais. Mais enfin, sachez que la Chine, par exemple, va passer d'1,4 milliard de personnes à 750 millions en moins de 50 ans. Il y a une complexification démesurée des environnements domestiques et professionnels.
songez à ce qui est devenu votre voiture. Pour ne pas parler de votre machine à laver la vaisselle. Et puis, il y a des pathologies dégénératives du grand âge. Est-ce qu'on a été conçu tout simplement pour vivre jusqu'à 100 ans? Ben, la réponse est non, absolument pas. Et donc, ces risques physiologiques, qui encore une fois sont la rançon d'un succès indéniable en tant qu'espèce, hein, bien entendu, nous rendent fragiles. Et elles provoquent des pathologies nouvelles. Alors, dans l'entreprise, c'est la souffrance au travail et le burn-out. Il faut savoir qu'un médecin généraliste à Paris, hein, ce n'est pas une ville pauvre, voit en moyenne par jour 7 à 8 patients qui se plaignent de burn-out, d'épuisement professionnel et qui ne jouent pas la comédie. Ils sont à tort ou à raison, mais il y a une plainte objective. Chez les opérateurs d'interface homme-machine, il y a une charge mentale excessive. Et ça provoque des catastrophes industrielles. Alors, je vous cite, vous connaissez tous, Fukushima, les crashs aériens, qui dans 9 cas sur 10 sont causés par l'opérateur humain. Et puis, je ne résiste pas devant le banquier à évoquer la crise financière de 2008, hein, où simplement un certain nombre de traders utilisaient des algorithmes qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas la culture. Et puis chez les militaires, il se trouve que nous, on est associés, on est une unité militaire aussi, hein, par l'intermédiaire du service de santé des armées. Vous avez ce qu'on appelle les post-traumatic syndrome disorder, mais ça touche jusqu'à 20 à 30% des gens qui partent en opération extérieure quand ils reviennent. Au stade, vous avez les athlètes, hein, c'est le surentraînement. J'espère que vous avez noté, par exemple, que les joueurs professionnels de tennis quittent la profession de plus en plus tôt, simplement à cause des pressions excessives que le sport de haut niveau exige. Il y a encore eu un cas récemment aussi chez les athlètes olympiques. Et puis, il y a aussi quelque chose chez les seniors isolés qu'on voit beaucoup, c'est des dépressions rampantes et surtout la crise des aidants. Il faut savoir qu'il y a un tiers des aidants dans mon pays, la France, qui décèdent avant les aidés. Tellement ça devient épuisant de maintenir à domicile la génération qui vous a précédé. Donc, en résumé, premier point de cet exposé, nous sommes des ours polaires comme les autres. C'est-à-dire qu'à un point de vue physiologique, on se heurte à un problème d'environnement qui devient, tout en nous assurant incontestablement une vie meilleure, nous expose à des challenges que notre physiologie a du mal à surmonter. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, il y a quelque chose qu'il faut examiner, c'est qu'est-ce que c'est que la fragilité? Une fois qu'on a dit qu'on est fragile, il faudrait tout de même définir ce que c'est que la fragilité, hein. C'est le b.a.-ba si on veut faire quelque chose. Et la fragilité, c'est très simple, je dis ça pour les non-médecins de l'assistance, c'est tout bête. C'est si vous êtes fragile et si vous attrapez la Covid, vous terminez en réanimation. Si vous êtes robuste et que vous attrapez la Covid, ça va. Vous passez 8 jours au lit et vous notez même pas que, enfin, c'est l'équivalent d'une mauvaise grippe. Et donc, ce qui est important, c'est que la fragilité, c'est votre capacité à résister à des stress. Et c'est quelque chose qui n'est donc ni une pathologie, ni une perte d'autonomie, ni un vieillissement. C'est la capacité que vous avez, in English you say, to cope, à endurer des stress en tant que machine biologique. Alors, pourquoi c'est important ce concept? Alors, il faut savoir que la fragilité, ça a été décrit pour la première fois par une dame qui s'appelait Linda Fried dans les années 80, qui était gérontologue et qui avait compris avant tout le monde ça. C'est que elle était médecin, mais elle était gérontologue. Et alors, plutôt que de parler de maladie, elle a dit, mais en fait, la base du problème, c'est cette capacité, c'est pas la maladie, c'est la capacité de pouvoir affronter des situations problématiques. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est pas de la philosophie, hein, c'est pas un luxe, c'est que ça conditionne votre survie. Et ça a été documenté par des milliers de publications scientifiques. Alors, je vous en montre une. Ici,
voyez, ça, c'est les années, c'est les jours. Donc, vous voyez qu'ici, il y a de 0 à 5 ans. Ça, c'est des gens de plus de 60 ans. Ça, c'est leur chance de survie. Et on va calculer leur robustesse ou leur fragilité. Alors après, je vais vous dire comment on calcule ça. Et vous vous apercevez que si on est une femme et qu'on a plus de 60 ans, et si on est robuste, 5 ans après, à 98 chances %, on est toujours là. Comme les femmes sont naturellement supérieures aux hommes, tout le monde le sait, les hommes, c'est un peu moins bon. Mais enfin, on est toujours à 85 %. Si on est fragile, c'est 50 % de décès à 5 ans. Donc vous voyez que c'est le concept de robustesse et de fragilité, c'est quelque chose qui conditionne votre survie. Deuxième chose, et c'est ça que je vais vous montrer, la fragilité soulève en fait inévitablement la question du contrôle économique et politique de nos données de santé, comme on va le voir. Donc il y a un enjeu politique très fort derrière ce qu'on va appeler une politique de prévention. Et ce que, par exemple, l'orateur précédent calculait de prévention des risques. Bon. Donc, voilà. Alors, maintenant, vous avez compris qu'il y a des risques, vous avez compris qu'on peut être plus ou moins fragile, plus ou moins robuste. Mais comment on calcule ça? Et c'est là que Linda Fried s'est révélée. Moi, je trouve qu'elle aurait mérité un Nobel, en tout cas, de médecine. Elle a dit, voilà, en une demi-heure, je vais faire un examen. Alors ça, c'était dans les années 80. Maintenant, on fait ça beaucoup de manière plus sophistiquée. Voilà, elle dit, voilà, en une demi-heure, je vous prends et je vous regarde un certain nombre de choses. Je regarde si vous avez une perte de poids involontaire. Je regarde comment vous marchez. Je regarde si vous avez une bonne endurance, un certain nombre de votre force musculaire. Je regarde votre sensation subjective de fatigue et je vous interroge sur vos activités physiques. Et j'ai des normes. Mais au début, elle prenait littéralement 1 centimètre et pour mesurer la force, elle faisait le tour de cuisse. Elle dit voilà. Alors en fait, c'est très malin parce que derrière, perte de poids involontaire, c'est le système digestif, la vitesse de marche, c'est le système oculomoteur, l'activité physique réduite, c'est tout le côté dépressif, neurosciences, etc. Donc vous faites le tour, mais en une demi-heure. Et en une demi-heure, vous arrivez à dire, voilà, vous êtes dans la norme, encore une fois, c'est des normes simples, c'est 10 mètres aller-retour. Vous êtes dans la norme, vous êtes robuste. Vous avez 1 ou 2 critères, quels qu'ils soient, qui ne vont pas, alors là, vous êtes pré-fragile. C'est ça la clé du truc. Vous êtes pré-fragile, je vais vous aider, vous allez redevenir robuste, et c'est assez facile. C'est de la prévention. Vous êtes fragile, dans 50% des cas, vous êtes mort dans 5 ans, et en plus, je vais avoir beaucoup de mal à vous ramener à un état robuste. Donc toute la question qui était formulée comme ça, c'est de dire, voilà, en une demi-heure, je suis capable de vous dire votre évolution dans les 5 ans qui viennent. C'est tout de même très fort. Et le plus fort de tout, c'est que ça a marché. C'est-à-dire que ça marche. Il y a eu des statistiques, comme je vous en ai montré une, qui marchent. Bon, donc, si on résume mon propos à ce niveau des opérations, ça revient à dire que vous devez regarder dans la population ces critères-là, et puis en déduire ce qui va se passer. C'est clair pour le moment, j'espère. Mais la question qui se pose, c'est qu'en fait, c'est pas si clair que ça, parce que toujours, je reprends l'exemple de l'interlocuteur précédent. Une fois que vous avez dit ça, il s'agit de faire passer ça sur le terrain, dans des équipes, dans des médecins, dans des organismes sociaux. Enfin, c'est pas facile. Et c'est pas facile, pourquoi? Parce qu'en fait, ça a l'air très facile comme ça, mais le coup du double décimètre, de mesurer la grip, enfin la force de préhension, etc., c'est de la mesure. Et en fait, ça revient quelque part ici à dire, voilà, je mesure votre comportement moteur, je mesure votre comportement cognitif de manière approximative, et à partir de là, je suis capable de dire quelque chose sur ce que vous allez devenir. Ce qui est important d'un point de vue médical et d'un point de vue social dans une société vieillissante. Et donc, ça, il y a un problème. Pourquoi?
Parce qu'il y a 85 milliards de neurones qui contrôlent 570 muscles, 200 articulations, et qu'il faut mesurer ça, pas dans le cabinet du médecin, pour comprendre ce qui se passe, il faut mesurer ça à domicile, sur ses lieux de travail, à l'hôpital, etc. Et c'est là que ça devient un peu difficile, et c'est là que rentre en jeu un certain nombre de révolutions méthodologiques qui rendent la chose faisable, mais je dirais depuis 5 ans, pas plus, de manière un peu astucieuse. Alors, premièrement, il y a le génotypage. Vous savez que maintenant, vous pouvez avoir votre génotype complet pour 250 €. Ce qui est ridicule quand vous pensez à la complexité de l'information. La biologie, même chose. Une goutte de sang, 400 variables, un quart d'heure. Et puis, il y a le comportement. Alors ça, c'est la partie la plus dure, mais heureusement, l'industrie était là. Elle a mis au point des capteurs dont le prix n'a pas arrêté de se casser la figure et qui sont très précis. Elle n'a pas fait ça pour mesurer le mouvement humain, vous en doutez bien. Elle a fait ça pour mesurer, par exemple, la rotation des radars, dont il était important qu'ils tournent de manière très régulière. Il se trouve qu'on a fini par réaliser que les capteurs qui étaient utilisés pour les radars, ça pouvait aussi servir à mesurer la marche. Donc, vous avez maintenant la possibilité de mesurer. La clé de cet exposé, c'est la mesure, mesurer. Et pour la première fois dans l'histoire de notre humanité souffrante, on peut mesurer de manière efficace l'activité motrice et l'activité cognitive, avec toutes les approximations et la prudence qu'il faut mettre. Ça veut dire que vous mettez des capteurs sur l'espèce humaine, que vous obtenez donc pour des prix économiquement jouables, parce que c'est important, on est en train de parler d'une politique de prévention, des bases de données, conséquences extrêmement rapides. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour vous donner une vague idée, qu'en France, le budget des caisses de sécurité sociale, c'est l'équivalent du budget de la France, pour vous donner une ampleur du problème. Je parlais là avec un de mes collègues d'une multinationale du soin. Il a 150 000 lits de rééducation dans le monde. Durée moyenne de séjour, 3 semaines pour chaque patient. Je peux vous dire, les bases de données, là, ça ne pose pas de problème. C'est comme dans les banques. D'accord ? Donc, des bases de données, et c'est là qu'intervient la fouille de ces données, l'intelligence artificielle. Je précise que c'est la fouille de données de l'intelligence artificielle sur des gens dans le temps. Ce n'est pas du Moyen-Âge. Mais quand vous commencez à avoir des millions de personnes qui ont été suivies, vous pouvez avoir l'espoir que vous trouvez une taxonomie des trajectoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 manières, par exemple, de faire une sclérose en plaques et de la voir évoluer. Je ne sais pas si je suis clair. Chaque patient, chaque personne est différente, mais il est à prévoir, et on commence à le voir effectivement, qu'il n'y a pas 36 000 manières de vivre une maladie chronique, par exemple. Puis après, vous avez des normes, vous avez des normes, et à partir de ces normes, vous pouvez faire un certain nombre de prédictions, donc de la prévention, etc. Et après, il va falloir étendre le concept de robustesse à une robustesse psychologique, biologique et économique. Ça reste à faire. Pour le moment, ce qui est bien établi, c'est la robustesse physiologique. Et donc, ce qu'on fait depuis 8 ans, c'est qu'on suit des groupes qui sont exposés à des risques de fragilité. Et donc, en fait, on essaye de faire ce qu'on appelle une prévention de précision. Prévention dite de précision, car basée sur, très important, suivi longitudinal individuel de tout et chacun. On ne moyenne pas des personnes. C'est absurde. Il faut suivre dans le temps une personne et en suivre beaucoup pour dégager des tendances. Et donc on appelle ça, nous, des cohortes à maintenance élevée, et elles sont très diverses. Et je vous cite les opérateurs, de nouveau, de machines, les patients, les militaires en opération, etc. Et encore une fois, je précise, l'homme ne se moyenne pas. Il ne peut s'agir que d'un suivi longitudinal individuel. Il n'est pas question de faire des mesures et de les moyenner. Et donc, pour faire ça, pour simplifier, il faut aller prélever de la donnée. Et c'est ce qu'on appelle des pompes à données. Et donc, on a mis au point un certain nombre de pompes à données.
Alors, par exemple, je vous cite ça, mais des exemples, hein. On a mis au point, mais ça a demandé beaucoup de temps et d'efforts, de quoi mesurer le mouvement chez l'homme. Alors, c'est une plateforme de force, hein, ça enregistre vos mouvements quand vous êtes debout. Ça permet de prédire la chute si vous n'êtes jamais tombé. Encore une fois, de prédire la chute, ça veut dire avec une forte probabilité. Il y aura bien entendu des exceptions. Ça permet de mesurer la marche, jusqu'à 150 variables de la marche. Donc, vous voyez, on part de l'histoire de Linda Fried avec allez, faites 10 mètres aller-retour, et puis je prends ma montre, c'est ce qu'elle faisait, et puis je disais, au bout de tant de secondes, vous n'êtes pas dans la norme, donc c'est un critère de fragilité. Maintenant, on fait la même chose, sauf que dans le même temps, on mesure 150 variables. Et puis, bon, des dynamomètres pour mesurer la force, enfin, toute une camelote qui permet de mesurer, encore une fois, d'avoir des variables et de mesurer. Mais l'idée de base, encore une fois, il faut rendre hommage à Linda Fried, c'est toujours cette idée des 5 critères. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir une mesure dégradée de ça, en regardant ce qui se passe à domicile. Plutôt que de mesurer la marche dans le cabinet du médecin, même en posant des capteurs, ben, vous mettez, c'est pas des caméras, des capteurs non invasifs, et vous voyez là quelqu'un qui marche dans la journée, vous pouvez enregistrer en continu. Vous voyez bien que quand les gens vivent isolés, si on s'aperçoit qu'ils se mettent à aller, un homme se met à aller à la fois 7 fois par nuit aux toilettes, bon, ben, vous allez lui téléphoner pour lui dire qu'il aille voir, il a peut-être un problème de prostate, par exemple, pour prendre quelque chose de très banal. Ça peut être aussi quelqu'un... Et alors, on peut déterminer... C'est là aussi que l'intelligence artificielle joue. Vous pouvez avoir des habitudes. Chacun sera différent. Mais si tout d'un coup, vous avez une rupture dans les habitudes de la personne, vous savez qu'il faut vous inquiéter. Et puis, au fait, vous pouvez faire aussi des mesures ambulatoires. Et là, j'attire votre attention que tout le monde dit il n'y a qu'à faire des mesures ambulatoires. Donc, il y a une marque célèbre d'ordinateur qui a fait une montre non moins célèbre. Mais la seule chose qu'ils oublient de vous dire, c'est qu'on n'a pas accès aux données. Donc, un des petits problèmes de toutes ces pompes à données, pourquoi nous, on s'est retrouvés à faire des pompes à données, c'est qu'il faut que les systèmes, enfin, je revendique ça, appartiennent à une conception européenne d'une santé solidaire. C'est-à-dire qu'il y ait un accès aux bases de données. Et j'attire votre attention sur ce point, car évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette vue de la situation. Ce qu'on appelle e-health, c'est des gens qui gardent la disposition des données brutes. Donc il y a un problème d'accès aux données brutes derrière tout ça. Mais enfin, vous voyez, vous avez de la donnée. Puis après, vous pouvez avoir des simulateurs plus compliqués. Hein, c'est une démarche générale pour la prévention des risques. Alors, par exemple, les collectes de données, vous pouvez les faire sur des simulateurs pour les opérations d'interface à machine. On travaille sur des simulateurs d'hélicoptères et d'avions. En réanimation, vous voyez tous ces appareils, ils débitent de la donnée. Là encore, il y a un problème de combinaison de ces données. Et puis, la seule trace que je laisserai dans l'histoire des sciences, c'est que j'ai supprimé l'entrée en mêlée parce qu'on a construit un robot pour entraîner l'équipe de France, la mêlée de l'équipe de France. Parce qu'en fait, il y avait un problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'accidents dans les mêlées. Et il s'est avéré que c'était un bon outil d'entraînement, mais surtout, ce qui s'est avéré, c'est qu'il fallait supprimer l'entrée en mêlée. Et je pense que c'est une jolie parabole, parce qu'en fait, l'homme n'était simplement pas fait pour jouer au rugby de la manière dont c'était fait. C'est ça que ça a donné. Et maintenant, la seule trace donc, que je laisserai, c'est qu'il n'y a plus d'entrée en mêlée dans aucun stade dans le monde. Bon, alors là, je reviens sur ce que disait monsieur. C'est assez amusant à quel point nos exposés se rejoignent, et ce qui montre d'ailleurs que les organisateurs ont bien vu l'organisation de son congrès, c'est qu'en fait, une fois que vous avez construit la base de données, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, comme le disait monsieur tout à l'heure, ça pose, qu'est-ce que vous allez faire des données? Recueillir des données, ça a l'air très gentil comme ça, mais ça demande des gens qui connaissent admirablement bien les capteurs. Et ces gens, ça s'appelle des ingénieurs. Vous n'avez pas idée de ce que les capteurs qu'on vend dans le commerce peuvent être quelquefois, on va dire charitablement, imprécis, avec des données manquantes, etc. Moi, j'ai été stupéfait en tant que médecin, parce que, évidemment, les vendeurs de capteurs prennent à juste titre les médecins pour des gens incultes.
Donc, ils leur collent des capteurs, ils leur montrent des jolis tracés, etc. Puis, on va travailler avec des ingénieurs. Là, en l'occurrence, je rends hommage aux ingénieurs de Thales. Ils vous disent, non, mais attendez, on va regarder ce qu'il fait le capteur. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des atrocités, il y a des données manquantes, il y a du bruit, ça dérive, enfin, je vous passe. Donc, il faut des ingénieurs. Et puis après, vous avez des tas et des tas et des tas et des tas de données. Et alors là, vous croulez sous les gigaoctets de données, parce que c'est très facile. Mais ce que vous disent les matheux, c'est que organiser une base de données, c'est très compliqué. Et ça, il faut des informaticiens de très haut niveau. Et puis après, vous pouvez enfin faire ce que je disais tout à l'heure, c'est combiner plusieurs types de données et donc mettre ensemble des données biologiques, etc. Et ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous, personne ne sait le faire. Ça s'appelle le multimodal, y compris en intelligence artificielle. Combiner des données de la même sphère, hein, la vitesse de marche, la contraction du bras, la vitesse de rotation de la tête, on y arrive à peu près pour avoir une idée d'ensemble de votre motricité et de ses atteintes au cours d'une maladie chronique. Mais quand il s'agit de combiner ça avec la biologie et des documents radiologiques, on ne sait plus. Donc, il faut combiner des mathématiciens, des médecins, des informaticiens et des ingénieurs. Et là, il y a un problème. Ces gens-là, on va dire aimablement, ne se supportent pas. Mais vraiment pas du tout. C'est des cultures extrêmement différentes. Sans compter que les médecins n'ont pas tellement l'intention, à la base, de partager le pouvoir qu'ils ont et les revenus qui vont avec. Et donc, implanter des ingénieurs, des informaticiens dans un milieu médical, c'est pas facile. Donc, on retrouve, mais en plus aigu, je crois, parce que ça tourne autour du corps, le problème qui était mentionné à propos de la banque. Et troisièmement, il faut que vous fassiez ça sur le terrain. Et alors ça, je peux vous dire, expérience faite de la chose, pendant 30 ans, faire des expériences en laboratoire, c'est difficile. Mais alors, faire des expériences sur le terrain, c'est-à-dire prendre ce que veulent les matheux, c'est-à-dire des données propres, c'est-à-dire sans trop de parasites, brutes, c'est-à-dire pas ce que vient vous donner le fabricant, et indexer, c'est-à-dire avec le spécialiste qui donnait sur le terrain, c'est effroyable. En gros, tout ce qui peut, enfin, je ne peux pas le dire parce que je suis enregistré, mais enfin, tout ce qui peut merder, bon, on va le dire, merde. Et donc, la clé du problème, c'est qu'il faut faire travailler ces équipes dès le début. C'est-à-dire, si vous arrivez et qu'en tant que médecin, vous faites des prises de mesure et que vous arrivez après, ce qui arrive régulièrement, aller voir le statisticien de service en lui disant « Tiens, voilà mes données, fais des statistiques », là, c'est la cata. Il faut inclure ces gens dès le début de la manip. Bon, j'ai quasiment fini, mais je vais vous illustrer mon propos. Donc, pour que ça ne soit pas trop ésotérique, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des bases de données. Vous voyez, ça, c'est des nuages de données, des nuages de points. On combine ça dans quelque chose qu'on a emprunté à l'industrie, ce qu'on appelle le double numérique. C'est-à-dire, c'est un modèle de la personne, idéalement. On met ça, puisqu'on est dans un modèle de santé solidaire, dans quelque chose à la sécurité sociale qui est en train d'être créé, qui s'appelle Mon Espace Santé, donc qui a comme destination de recevoir des données multimodales. Après, c'est la base d'un suivi longitudinal individuel, c'est-à-dire vous surveillez régulièrement, et ça peut être fait automatiquement, l'évolution des données, par exemple de votre marche. On peut très bien imaginer que vous marchez comme ça, tranquillement, une fois par an, qu'on vous mesure votre marche, puis là, il y a une petite boîterie. Mais personne ne l'a noté, et surtout pas l'œil de médecin. Mais vous avez un accéléromètre. Et là, c'est le début d'un problème à la hanche. Pourquoi ? Parce que vous êtes un coureur, parce que vous faites du jogging. Et donc, l'idée, c'est de dire, faites attention dans la manière, changez de chaussures, faites de la marche plutôt que de la course, si vous voulez absolument vous agiter, parce que ça va vous mener à l'arthrose de hanche. L'arthrose de hanche, ça vous amènera à la prothèse de hanche. Hein, j'illustre de manière un peu simplistique mon propos, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Évitez la prothèse de hanche en détectant des signaux faibles que votre système locomoteur il commence à être un peu fatigué. Et puis, de temps en temps, ça tourne mal. En fait, ça tourne toujours mal, malheureusement. Hein. Il y a quelque chose qui s'appelle la mort. Mais ça permet de faire des analyses rétrospectives. Et donc, ça permet de faire une politique de prévention. Alors, très concrètement, vous donnez aux gens des applis, c'est ce qu'on fait.
où ils s'évaluent eux-mêmes. Après, s'il y a des signaux d'alarme, on fait passer une infirmière ou un travailleur social à domicile où il y a des grilles, par exemple de Fragir, qui peut détecter la pré-fragilité. Après, si ça confirme, vous faites de la mesure. Et ce qui est très important dans cette histoire, c'est que jusque-là, il n'y a pas un médecin qui est arrivé. C'est uniquement des professions paramédicales. Pourquoi ? Parce qu'autrement, la prévention, elle coûte trop cher, donc elle ne sera jamais faite. Et donc, voyez le spécialiste que, une fois que toutes ces mesures ont été faites, et c'est à lui de faire la ceinture, de faire se marier et de faire. Et puis, donc, ça veut dire que le parcours de soins, c'est une propriété émergente du double numérique et pas l'inverse. Autrement dit, c'est votre base de données qui vous adresse à des spécialistes divers et variés, et que ces spécialistes vous permettent à la suite de ça, de regarder, réactualiser le double numérique. Donc voilà, j'ai fini mon exposé, et en gros, je vous donne les take-home messages, donc monsieur le dira mieux que moi, mais en gros, ce qui est important, c'est qu'il y a des risques physiologiques, que ça peut mener à de la fragilité, que cette fragilité, il faut la détecter au moment où elle est naissante, ça s'appelle la pré-fragilité, que ça repose sur des bases de données multimodales, et qu'il faut donc faire un suivi longitudinal individuel. Et ça, c'est possible que dans le cadre conceptuel de ce que propose actuellement l'intelligence artificielle, avec toutes les limitations que ça peut comporter, mais ça permet de détecter des signaux faibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Dernier point juste que j'ai oublié de vous préciser, au cas où vous pensez que tout ça est très théorique, on suit des cohortes de 5000 patients à La Réunion, à Lille, et on essaye de faire fonctionner tout ce bazar avec beaucoup de difficultés. J'ai 2 questions, moi aussi, pour vous. Je vais commencer par la première. Vous avez parlé d'accès aux données, que en fait, la communauté devrait avoir accès aux données, de la façon dont je le comprends. Les données médicales viennent évidemment avec des risques. La population peut avoir des biais par rapport à des conditions de santé de certains individus. Quand les données sont publiques, même avec de l'anonymisation, il y a des risques que de la réidentification soit faite au travers des données. Comment est-ce que vous voyez la balance entre le bénéfice de partager les données versus les risques qui viennent avec l'accès à ces données-là par une large quantité de personnes? C'est une bonne question et je peux vous répondre comment on fait à l'heure actuelle. Il faut distinguer 2 types de traitement de la donnée. Il y a ce qu'on appelle la pseudo-anonymisation, c'est-à-dire que vos données médicales, comme les données bancaires, sont connues de vous et de votre banquier, dans votre cas, dans notre cas, de votre médecin traitant et des spécialistes divers, avec, dans le cas du double numérique, des accès limités. C'est-à-dire que l'infirmière n'a pas le même accès aux données que le médecin, etc. Mais quelque part, il y a un moment donné où on peut mettre un nom sur les données pour qu'il y ait une conduite thérapeutique possible. Et il y a une deuxième chose qui est, je trouve, extrêmement excitante et qu'on essaye de promouvoir, c'est de mettre les données sur la place publique pour que la communauté scientifique et des mathématiciens puissent travailler sur des cohortes. Et à ce moment-là, c'est une anonymisation complète des données. Et là, vous connaissez mieux ça que moi, mais ce que me disent mes collègues mathématiciens, c'est que c'est possible, mais qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait à ce moment-là, parce qu'il y a un regroupement. Ceci dit, moi, je vais vous donner mon point de vue personnel sur la question. Si je suis prêt à prendre ce risque, c'est-à-dire je touche du bois, je suis un peu superstitieux, excusez-moi, mais admettons que je déclenche encore un truc pas trop dramatique à mon âge, une sclérose en plaques, je suis prêt à prendre le risque d'être identifié s'il y a quelqu'un d'assez stupide pour aller bidouiller les données pour savoir que j'ai une sclérose en plaques, ce qui est assez peu intéressant, si ça peut servir à améliorer le sort des millions de personnes qui font une sclérose en plaques. Mais encore une fois, la clé du problème à l'heure actuelle, pour répondre plus en détail et que ça soit absolument clair, c'est l'accès aux données brutes. C'est-à-dire que les fabricants de machines dans le monde
voient un marché qui est celui de l'aide au diagnostic, font construire leurs machines en Mongolie extérieure et ont compris que la donnée et les algorithmes qui vont avec, c'est un marché. Et à ce moment-là, ça veut dire, pour être clair, que le système public n'a plus accès à ces données brutes. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. On a vu ça pendant le Covid, où il n'y avait pas accès aux données brutes des respirateurs. Vous imaginez, quoi. On n'est pas en train de parler de détails. Vous voulez vraiment comme un conflit d'intérêts privé-public un peu, si on veut. Un conflit d'intérêts autour de à qui... Qu'est-ce que c'est que la santé solidaire? Il y a des pays qui ont un différent modèle, qui dit pour bien soigner, il faut que ça soit des boîtes privées qui le font, comme la banque. La banque, elle n'est pas nationalisée. Vous avez les données clients. Nous, en France, dans le cadre de la santé, on croit à une médecine solidaire. C'est-à-dire, moi, par exemple, en tant que cadre sup, l'équivalent d'un cadre sup, je paye plus pour les mêmes soins de santé que quelqu'un. Mais ça repose sur cette... Monsieur Vidal a commencé son exposé en citant le contexte. Et ce contexte, c'est que les progrès que nous vivons présentement, nous exposent à des risques physiologiques. Et ces risques physiologiques comprennent la sédentarité, le malbouffe, la crise des crises sexuelles et de la reproduction, et la complication de mesurer des environnements domestiques et professionnels. Et ces risques physiologiques nous rendent fragiles et nous exposent à de nouvelles maladies. Et ces maladies sont entre autres le burn-out au travail, la charge mentale excessive. Donc, nous sommes en prise à des défis environnementaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est qu'il convient de mieux redéfinir le concept de fragilité pour mieux les dépister. M. Vidal a illustré ça par une étude qui montre, qui met en évidence la corrélation entre les concepts de fragilité versus robustesse et la capacité de survie. Et cette étude a montré effectivement qu'il y a une corrélation positive entre le degré de robustesse d'une personne et sa capacité à survivre. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que le concept de fragilité révèle également des enjeux politico-économiques. Donc, en somme, dépister le concept, mais comment peut-on faire réellement pour dépister la fragilité? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposant, M. Vidal nous a fait savoir, c'est que dépister le concept de fragilité revient à quantifier le comportement moteur et cognitif selon d'une personne. Et selon une grille d'évaluation qui nous a montré, qui nous a présenté ici, selon une grille d'évaluation qui nous a montré ici. Et de cette grille d'évaluation, il ressort une complexité de l'évaluation des aspects moteurs et cognitifs de l'homme. Pourquoi ces aspects sont complexes? Parce qu'ils sont la résultante de mécanismes au niveau de nos cerveaux très complexes. Et c'est là qu'intervient la révolution numérique, la révolution technologique, qui nous permet de collecter une grande quantité de données, justement pour simplifier cette complexité. Et M. Vidal a donné des exemples d'outils qui permettent de collecter ces données, comme Smart Predict, qui est un outil technologique qui permet d'évaluer le degré de fragilité et le risque de chute en consultation. Également Home Predict, qui est là un outil qui permet d'évaluer le degré de fragilité, mais cette fois-ci à la maison. Également Mobile Predict, qui permet également d'évaluer le degré de fragilité en ambulatoire. Donc maintenant, une fois ces données collectées, ce qu'il faut pour valoriser ces données, il faut une collaboration multidisciplinaire qui implique des ingénieurs, des informaticiens et des médecins. Une collaboration qui n'est pas toujours facile. M. Vidal a conclu son exposé en donnant des caps, en démontrant que ces concepts dont il a évoqué tantôt ne sont pas que théoriques, mais qu'ils sont présentement mis en œuvre depuis 5 ans à La Réunion et à Lille sur une cohorte de 1000 patients. Je vous remercie.